Il faut inspirer les femmes, il faut leur donner des rôles modèles, il faut qu'elles voient d'autres femmes le faire et réussir pour rentrer dans le mouvement et se dire « Ah bah très bien, si elles l'ont fait, je peux le faire ». Commencer à investir pour des projets de vie, pour sa retraite, ça ne demande pas d'être héritier de plusieurs millions d'euros. Tout le monde devrait être concerné parce que clairement, si on ne joue pas avec les règles du jeu, on continue à être isolé en fait de cette indépendance financière. On ne se met pas à l'abri là où d'autres effectivement le feront quoi qu'il arrive. Les femmes seraient-elles victimes d'un syndrome de l'imposteur quand il s'agit d'argent ? D'après une étude récente menée par Fortuneo et YouGov, près de 3/4 des femmes estiment ne pas avoir les compétences pour investir. Résultat, elles sont plus nombreuses à renoncer, par peur de mal faire ou par manque de connaissances. Bienvenue dans le podcast Femmes d'Action, le podcast Fortuneo qui encourage les femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et cofondatrice de Plan Cash. Pour parler de ce sujet, j'ai convié à ce micro une conseillère en gestion de patrimoine, que dis-je de matrimoine, Maëlle Caravaca. Bonjour Maëlle. Bonjour Léa. Maëlle, vous êtes cofondatrice du cabinet La Crèmerie et vous êtes spécialisée dans l'investissement responsable, mais aussi la vulgarisation des concepts financiers pour une audience plutôt féminine. Alors Maëlle, commençons par un petit rappel historique, parce que le fait que les femmes investissent encore moins que les hommes, ça remonte à loin. Ça remonte à une époque où elles manquaient de droits sociaux, politiques et économiques. Comment expliquer qu'on a renvoyé les femmes à la sphère privée et qu'on les a éloignées de l'argent ? Parce qu'effectivement, historiquement, les femmes ont mis du temps à arriver à ces questions économiques. L'ouverture d'un compte bancaire pour une femme, c'est en 1965. Donc finalement, nos mères sont la première génération à goûter à cette indépendance financière. Il y a aussi le sujet de l'héritage qui était d'abord réservé aux fils. Et donc finalement, cet ancrage historique fait que les femmes maintenant se retrouvent avec des écarts de patrimoine toujours significatif. Et c'est sans compter le fait qu'elles ont attendu jusqu'en 73 pour pouvoir rentrer à la bourse, pour pouvoir exercer les métiers de trader ou de conseillère en gestion financière. Bref, c'est aussi des secteurs professionnels qui leur étaient carrément fermés. Alors aujourd'hui encore, les études affirment que si les femmes investissent moins que leurs collègues masculins, ce serait parce qu'elles sont averses au risque. Est-ce que c'est toujours une réalité et comment ça prend forme, cette aversion au risque dans la finance ? Elles ont ce véritable syndrome de l'imposteur et donc, tant qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font, rationnellement, elles ne veulent pas aller prendre du risque. Une fois qu'elles comprennent ce qu'elles font, qu'elles comprennent les mécanismes de l'investissement, elles sont tout à fait enclines à vraiment prendre du risque et avoir des stratégies très dynamiques pour aller chercher de la rentabilité. Et il y a un facteur qui est très important que les femmes prennent plus en compte d'ailleurs que les hommes, c'est l'horizon de temps. Les femmes sont aussi prêtes à prendre plus de risques, mais parce qu'elles se projettent aussi à plus long terme, alors que les hommes, eux, vont prendre plus de risques, mais à très court terme pour faire des gains plus rapides et plus facilement. Et pourtant, si on regarde les stats, elles sont plus nombreuses à remplir à fond leur livret A, leur LEP, leur PEL. Ouais, c'est des bonnes élèves. Ces messieurs, quoi. Ouais, c'est des très bonnes élèves. Elles ont un peu les rênes du budget de la maison. Et donc, elles savent quelle est la capacité d'épargne du foyer. Là où les hommes, eux, vont être plus rapidement sur les questions d'investissement. À nouveau, c'est une question de méconnaissance. Parce que tant qu'elles n'ont pas acquis suffisamment de connaissances, elles ne vont pas y aller. Est-ce qu'il n'y a pas une question de classe sociale aussi ? Je vais citer mon petit exemple et vous me ferez un retour dessus. Mais en gros, moi, j'ai toujours été très forte pour épargner. Je viens plutôt du bas de la classe moyenne ou haut des catégories populaires. Donc, j'ai mis de l'argent de côté, alors évidemment, sur un livret A, sur un LEP, tout ce qu'on dit aujourd'hui, que ce n'est pas la réponse idéale pour la plupart des gens. Voilà, et j'ai mis tout ça là pendant très longtemps. Et il a vraiment fallu que je rentre dans les prémices de la création de Plan Cash pour me rendre compte que le risque de perdre une partie de son argent, c'était vraiment une partie, c'était un risque qu'on pouvait prendre, c'était un risque qu'on pouvait baquer, dont on pouvait se protéger un petit peu, soit par la stratégie, soit par l'épargne de sécurité. Voilà. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui touche les femmes peut-être plus des catégories populaires que les autres ? À nouveau, ça, c'est des stéréotypes qu'il faut combattre parce qu'en réalité, commencer à investir pour des projets de vie, pour sa retraite, ça ne demande pas d'être héritier de plusieurs millions d'euros. En vrai, oui. Et tout le monde devrait être concerné parce que clairement, si on ne joue pas avec les règles du jeu, on continue à être isolé en fait de cette indépendance financière. On ne se met pas à l'abri là où d'autres, effectivement, le feront
quoi qu'il arrive. Alors, plus généralement, quand on prend l'éducation genrée, c'est-à-dire le fait que les femmes, les adolescentes, les petites filles sont éduquées avec des stéréotypes de genre féminin, la douceur, la gentillesse, le soin, la prise de l'autre, le mythe de la bonne élève que vous avez cité. Comment toutes ces caractéristiques, elles influencent leur manière d'investir ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, il y a vraiment ce côté-là de la légitimité d'une femme à déjà parler d'argent et puis une ambition à vouloir s'enrichir. Il y a ce problème d'image, en fait, qui nous colle un peu à la peau et qui fait qu'on ne devrait pas ni négocier l'argent, ni en vouloir plus, parce qu'en réalité, on est cantonné à cette image très lisse et très douce. Faut pas rester dans ce carcan parce que ça nous dessert complètement. Il y a une différence aussi, c'est qu'elles investissent plus souvent, en tout cas, avec cette idée d'investir pour leur famille ou pour leurs enfants. Donc là, c'est encore du soin, même par l'argent, elles font du complètement. soin. Les femmes vont penser effectivement à protéger leurs proches, ouvrir une assurance vie pour leurs enfants, pour anticiper leur vie future d'adulte. Et donc, elles passent en dernier rang quand il s'agit, pour elles, d'investir. Oui, et ça continue malgré le fait qu'aujourd'hui, on investit de plus en plus en mode projet. Et donc, on pourrait imaginer qu'on dépasse ces clivages homme-femme. Il faut complètement dépasser ces clivages parce que on peut, même en étant épouse et mère, avoir des projets de vie personnels. Et donc, d'investir pour se constituer un capital et se mettre à l'abri le jour où on décide de faire un changement professionnel. On peut avoir envie de devenir entrepreneur et là, de la même manière, se constituer un capital pour avoir un filet de sécurité et donc se lancer. Donc en fait, les objectifs que les hommes peuvent avoir sont tout à fait transposables pour les femmes. Là, vous citez plein d'éléments qui montrent que les femmes ont des motivations pour investir qui sont très différentes et tout. Mais finalement, quand on se place dans le quotidien d'un certain nombre d'entre elles, quand on doit déjà gérer un travail, un foyer avec des tâches ménagères et puis la charge mentale du couple qu'on connaît bien, est-ce qu'on a vraiment la place et la force d'accepter qu'il faut rajouter la charge mentale liée à l'investissement, se mettre à investir, surveiller les états des comptes, des entreprises, des actions voilà. Est-ce qu'on a vraiment la place pour ça en plus ? C'est le problème, en fait. Et c'est ce qui explique une partie de l'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes. C'est que très souvent pèse cette charge mentale. Il y a aussi ce concept du worry gap, c'est-à-dire vraiment cet écart de préoccupation qu'il peut y avoir chez une femme et chez un homme. Worry, c'est genre l'inquiétude. Genre l'inquiétude, exactement. Et donc, forcément, quand une femme, elle doit à la fois se dire « Ok, il faut que j'aille faire des courses, il faut que je pense à prendre rendez-vous chez le pédiatre, que je fasse tourner une machine, etc., etc. » Clairement, investir, c'est rang numéro 42 sur sa to-do list. Elle a clairement plus de bande passante pour se dire « Ah tiens, le moment de détente que je vais avoir, ça va être de me mettre sur mon application pour... commencer à organiser mes investissements. En fait, non. Vous, chez La Crèmerie, nous, chez Plan Cash ou plein d'autres influenceurs, finance par exemple sur les réseaux sociaux, expliquent bien que quand on a mis certains réflexes en place, on n'a pas besoin de se rajouter des heures et des heures de charge mentale chaque mois pour gérer ces investissements. Exactement. Il y a vraiment une mise en place initiale à faire avec un plan, une stratégie en fait d'investissement. Et d'ailleurs, nous, au sein de La Crèmerie, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment aider à la réflexion pour construire ce plan d'investissement. Une fois qu'il est mis en place, soit on se sent capable de le faire, c'est tout à fait possible. Et ça ne demande pas non plus des heures et des heures ensuite à le surveiller, surtout si on est sur un horizon long terme. Ou sinon, nous, nos clientes, elles nous délèguent le suivi. Et effectivement, on suit pour elles l'évolution de leurs investissements. Et s'il faut faire des rééquilibrages, des arbitrages, etc., des changements de stratégie, on est là, en fait, pour le faire et leur apporter ce confort. D'accord. Alors ça, c'est intéressant, mais pour qu'elles gèrent par elles-mêmes et non qu'elles vous délèguent, il faut vraiment qu'elles arrivent à dépasser ce syndrome de l'imposteur de l'argent dont on parlait. Alors voilà, le syndrome de l'imposteur, je le rappelle au départ, c'est un sentiment auto-entretenu d'incompétence qui fait douter de ses compétences alors même qu'on a les capacités, que ce soit des capacités scolaires ou professionnelles. Donc en gros, c'est un conflit entre ce que je perçois moi, ce que perçoivent les autres. Chez Plan Cash, on s'est rendu compte que ça pesait sur les femmes beaucoup plus et que ça a dépassé le syndrome de l'imposteur
l'imposteur qui, lui, est plutôt à la sphère professionnelle, sur la négociation salariale, mais qu'il y a vraiment quelque chose comme l'argent. Voilà, c'est pas pour nous, on n'y croit pas, ça nous dépasse. Est-ce que vous vous souvenez de cas et d'exemples de femmes qui sont venues vous consulter et qui avaient effectivement ce frein qui les bloquait? Moi, j'ai plein de femmes qui, dès le début, vont s'auto-saboter en disant « je n'y comprends rien ». Alors qu'en réalité, si on se pose 5 minutes et qu'on décortique le concept, elles le comprennent tout à fait. C'est pas insurmontable de comprendre les bénéfices de l'investissement, comment on fait, comment on peut commencer. Il faut vraiment aller mettre un coup de pied aux fesses à ce syndrome de l'imposteur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce syndrome de l'imposteur touche donc plutôt les femmes que les hommes. Ouais. Alors, même quand on reprend les études, en fait, le manque de connaissances et d'éducation financière en France, il touche à peu près tout le monde, les femmes et les hommes. Le fait qu'on n'avait pas d'éducation financière à l'école jusqu'en septembre dernier, que depuis septembre, le gouvernement teste à laisser quelques heures d'éducation financière sur l'ensemble d'un parcours scolaire. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose qui touchait tout le monde. Comment on peut expliquer que ça touche plus les femmes, du coup? Est-ce que c'est un manque de légitimité ou est-ce que c'est parce que dans la finance, il y aurait des codes masculin, j'en sais rien, moi, inspiration American Psycho. C'est vrai que l'investissement, c'est très boys club. C'est très codé. Qu'est-ce que vous voulez dire par boys club? C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, c'est d'abord une affaire d'homme. Et donc, forcément, quand on est une femme, on se sent pas à sa place. Et alors, en plus, quand on veut en parler, très souvent, on a un homme en face de nous qui potentiellement va nous expliquer comment ça se passe et donc va nous faire sentir incompétentes et va aussi, ça arrive quand on est en couple, s'adresser plutôt à monsieur qu'à madame. Toutes ces attitudes font que forcément les femmes vont se sentir moins concernées, vont se sentir moins considérées, moins importantes et ça participe en réalité à ce syndrome. Nous venons de résumer les stéréotypes et biais de genre qui infectent principalement les femmes. Mais en fait, les biais cognitifs, c'est ceux qui sont liés à notre fonctionnement cérébral. Ils affectent en fait tous les investisseurs sans raison de genre. Au début de Plan K, j'écrivais cette phrase: le plus dur pour un investisseur ou une investisseuse, c'est pas de savoir lire parfaitement le bilan d'une entreprise ou de faire des statistiques compliquées, ni même d'anticiper les tendances d'un marché très complexe. Le plus dur, c'est de résister à la tentation, à ses émotions, ses idées arrêtées et ses biais cognitifs. Alors, j'en cite quelques-uns que vous pourrez peut-être nous exposer. Parmi eux, il y a l'aversion à la perte, qui n'est pas la même chose que l'aversion au risque, l'effet de Dunning-Kruger, la négligence du taux de base, l'heuristique de la disponibilité, les effets de mode et les coûts irrécupérables. Ouais. On va les prendre un par un, on va essayer là de les définir et de rappeler l'attention qu'on doit leur prêter, parce qu'en fait, savoir qu'ils existent, ça nous permet de mieux investir. Alors, l'aversion à la perte, c'est vrai qu'il y a des études de finances comportementales qui ont montré que c'était très différent, l'aversion au risque et l'aversion à la perte. Quand on doit supporter une perte, c'est très douloureux. C'est même plus douloureux que de gagner. On se souvient plus facilement de ce qu'on a perdu que ce qu'on a gagné. Et d'ailleurs, ça peut arriver. J'ai fait un placement et j'ai perdu 2000 €. Je vais plus facilement parler de cette expérience que de dire j'ai fait un placement et j'ai gagné 500 €. Alors qu'en réalité, le gain apporte quand même du plaisir. Mais en fait, ce plaisir est beaucoup plus éphémère que, à nouveau, la perte. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte et il faut ni se sous-estimer ni se surestimer. Oui, donc par exemple, si on a gagné beaucoup ces derniers jours avec la montée des marchés américains, on ne va pas déprimer parce qu'on a reperdu derrière, alors Exactement. Que finalement... Il faut accepter aussi que ça soit cyclique, en fait. Tout à fait. Alors, il y en a un autre qui est assez connu, qui est l'effet Dunning-Kruger. Oui. Finalement, on l'a un petit peu abordé. C'est lequel, celui-là? C'est de se surestimer, en fait. C'est de penser qu'on sait tout, alors qu'en fait, on ne sait rien. C'est un biais de confiance qui peut nous amener à prendre justement beaucoup de risques. Et d'ailleurs, ça peut être très lié aussi au biais de familiarité. C'est-à-dire qu'en fait, comme je me rapproche de ce que je connais, et donc, du coup, je ne creuse pas suffisamment. Je ne remets pas non plus en question en fait, le point de vue que j'ai et ça peut effectivement mener à une prise de risque plus importante. Alors, il y en a un petit peu plus dur, l'heuristique de la disponibilité. Vous l'avez, celui-là? Non. je vais le donner, si, du coup. Le risque de la disponibilité, c'est l'idée que comme les médias vont faire des focus sur certains placements à certains moments, et notamment quand c'est très très haut, on peut être tenté d'investir dessus, par exemple, sur l'or ou sur le bitcoin, on peut être tenté d'investir dessus quand c'est tout en haut, alors que c'est justement le moment où ce serait le moins adéquat de se lancer.
Est-ce que c'est lié à l'effet de mode, en fait? Oui, c'est lié à l'effet moutonnier, tout le monde en parle. Et donc, puisque tout le monde en parle, j'y vais. Sauf qu'il faut aussi prendre en compte que si tout le monde en parle, c'est qu'il est déjà trop tard pour investir. Pour investir, tout à fait. On peut citer aussi les coûts irrécupérables. C'est finalement la situation où j'ai engagé tellement de coûts que je ne veux pas accepter l'échec. C'est très difficile de revenir en arrière. Je continue à alimenter la décision d'investissement que j'ai prise, tout en sachant au fond de moi que c'est un mauvais choix. Là encore, c'est parce que c'est trop douloureux d'accepter que j'ai échoué, que je me suis trompée. Alors qu'en fait, dans l'investissement, on se trompe. En fait, ça n'existe pas d'avoir toujours raison. On passe tous par des moments de doute, d'échec et des moments où on apprend. Ouais. Et puis, il y a aussi la négligence du taux de base. Et celui-là, je trouve intéressant pour lire un peu les fiches ou les prospectus de certaines banques ou certaines applications d'investissement dont on a l'impression toujours qu'ils ont gagné plus 12%, plus 18% dans l'année d'avant. Ah, c'est sur l'historique des performances ? Ouais, c'est la négligence du taux de base, c'est vraiment de se dire, bon, bah en fait, si on... Je pars de quel point ? Je pars de quel point ? Si on compare sur une année qui a été exceptionnelle, finalement, on peut avoir l'impression que ce placement est génial, effectivement, qui va nous rapporter beaucoup en prenant du risque, mais on ne regarde pas forcément... Oui, c'est important de toute manière de pas prendre la photo à l'instant T d'un investissement et de voir ce qu'on appelle le track record, d'avoir un historique sur la performance, même si évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais ça donne quand même une indication. Effectivement, si l'année dernière, le placement a fait plus 18%, bah peut-être que l'année d'avant, il avait fait moins 24% et qu'il s'agisse simplement d'un rebond et d'un rattrapage de la performance. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir... là encore, une vision assez large et de creuser un maximum d'informations sur les stocks du placement. Oui, c'est ça. Avant de commencer un placement, on vérifie le contexte, on regarde sur 5 ou 10 ans. Et sachant que certaines applications qui sont très transparentes vont, par exemple, faire le calcul pour vous en vous disant, voilà, sur un an, ça fait ça, sur 10 ans, ça fait ça. Oui, maintenant, avec quand même tous les outils digitaux, c'est quand même aussi assez facile d'avoir accès à l'information. Alors, chez Plan Cash, nous, on les appelle les Plan Cash régulières. Vous les appelez les bonnes meufs. Ce sont ces femmes qui prennent le temps de s'éduquer financièrement et qui se lancent au bout de quelques temps de formation. Attention, pas trop. On n'a pas besoin d'être parfaite, mesdames. Non. Ce serait quoi pour vous l'investisseuse idéale une fois qu'on a un peu mis les mains dans le cambouis? Est-ce que vous avez chez vos clientes des exemples de transformation ou d'empowerment? J'ai le cas, par exemple, d'une cliente qui est très contente parce qu'elle a vraiment gagné en autonomie financière. Elle a divorcé. Donc, elle a récupéré un peu d'argent suite au divorce parce qu'ils ont revendu leur résidence principale, etc. Donc, elle avait un peu de capital qu'on a placé. Ça lui permet aujourd'hui de générer 300 à 400 euros par mois de revenus complémentaires, ce qui, en fait, compense la pension alimentaire que son ex ne lui paye pas. Face à cette situation où elle se sentait en précarité parce qu'elle a ses enfants à charge, et du coup, elle se sent un peu prise en otage de ne pas avoir la main sur les ressources qu'elle pourrait toucher de son ex. On a placé le capital et aujourd'hui, elle sait qu'elle a une stabilité dans ses revenus qui lui permettent en fait d'être beaucoup plus sereine. Et puis bien entendu, avec tout l'effort d'éducation qu'elle a entrepris, ça lui permet d'avoir un peu plus d'esprit critique aussi sur les autres types d'investissements. Alors ça, c'est un bel exemple. Vous en avez d'autres? Et est-ce que vous pourriez faire le stéréotype de la bonne meuf qui investit? Ce serait quoi? La bonne meuf qui investit, c'est une meuf qui va penser à son indépendance financière tout en intégrant aussi toute la dimension autour des enjeux environnementaux et sociaux, parce qu'il faut aussi connecter l'argent avec le financement de l'économie. C'est-à-dire que cet argent, il rentre dans un circuit et il finance des entreprises, des activités. Et c'est génial vraiment de s'éduquer. Mais alors en plus, si cet argent, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne pour soi, si ensuite on peut le mettre au service de l'avenir, d'activités positives, de l'éducation, de la santé, des besoins essentiels de l'alimentation, de l'agriculture, etc. Oui, ou des entreprises qui font l'effort d'intégrer les accords de Paris et les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Qui veulent transitionner, qui veulent décarboner. Quand on veut développer son patrimoine pour son avenir, c'est aussi pour l'avenir de manière générale. Et donc, ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière si en plus on est dans une maison qui brûle. Chez nous, la bonne meuf, c'est celle qui va se dire très bien, je veux préparer mon avenir et l'avenir de mes enfants, ma retraite, et aussi soutenir une économie durable et positive. Ça fait encore un point de charge mentale en plus.
Non, parce que très franchement, elles y sont assez sensibles naturellement. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on porte des enfants et que du coup, naturellement, on pense à l'avenir? C'est pas une contrainte en plus, au contraire. J'allais vous demander justement, parce qu'on a lu dans plusieurs études que les femmes étaient plus intéressées par l'investissement responsable, en tout cas en France et en Europe, par les labels comme le label ISR. Et plus que les hommes, finalement, comment on peut expliquer le fait que ce soit des démarches, des solutions d'investissement qui leur plaît plus sur le long terme? L'argent, l'investissement, c'est très opaque, ça reste très abstrait. Le fait de connecter ça justement avec financer des activités, des entreprises qui donnent du sens, elles y vont beaucoup plus par plaisir. Elles y voient vraiment une utilité, alors que les hommes, eux, vont peut-être plus être drivés par la performance. Je pense que vraiment, les femmes, elles sont aussi drivées par la performance, évidemment. Elles veulent s'enrichir. Oui, bien sûr, elles le disent dans toutes les études que ça leur importe. Exactement. Mais si en plus, ça peut avoir du sens et dire, bah oui, j'ai ouvert une assurance vie et en plus, je sais qu'à travers cette assurance vie, eh bien, je vais financer des entreprises qui font la transition écologique et sociale. C'est vraiment la cerise sur le gâteau et elles le font avec encore plus de plaisir. Je pense que ça les amène à réfléchir à l'investissement. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit que finalement, le tableau Excel avec le pur rendement, c'est peut-être pas leur tasse de thé. Et pourtant, quand elles commencent à investir, les femmes sont un petit peu meilleures que les hommes. Donc, je cite cette étude de l'université de Warwick de 2022 qui disait que chez les investisseuses débutantes, femmes, elles investissaient mieux que les hommes avec des rendements en moyenne supérieurs de 1,8%. C'est pas grand-chose, mais on parle vraiment du début. Ça fait la différence, hein. Et c'est justement grâce, je crois, à cette aversion au risque et aux autres qualités finalement qu'on vient de présenter là, tour à tour comme des qualités qui sont parfois perçues comme des défauts. Bref, c'est grâce à tout ça qu'elles en arrivent à avoir ces performances supérieures. Comment vous l'expliquez, vous ? Elles ne voient pas l'investissement comme les casinos à Las Vegas. Donc, comme elles sont plus patientes, finalement plus rationnelles, moins sujettes à leurs émotions et puis aussi plus sélectives dans leurs investissements. Les hommes vont peut-être être plus opportunistes à court terme, alors que les femmes, elles vont prendre le temps de bien comprendre. C'est ce qui fait que l'investissement est de meilleure qualité. Bon, alors, il va falloir qu'elles ne prennent pas trop de temps non plus. Vous n'avez pas, vous, les cas de celles qui ont suivi toutes les formations, et qui ne... toutes les choses et qui elles montent jamais dans le train. Ouais. Ça arrive aussi. Comment on fait pour les motiver, celles-là ? Est-ce qu'on ne peut pas citer quelques exemples d'investisseuses débutantes qui auraient mis en place des stratégies gagnantes ? Si, en fait, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut inspirer les femmes, il faut leur donner des rôles modèles, il faut qu'elles voient d'autres femmes le faire et réussir pour rentrer dans le mouvement et se dire « très bien, si elles l'ont fait, je peux le faire ». J'ai pas une petite phrase magique pour les motiver ? Si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera à votre place. Si vous deviez résumer notre conversation, pourquoi est-ce que les femmes ont tout à gagner à investir dès maintenant ? Par exemple, celles qui nous regardent ou celles qui nous écoutent ? Avoir à nouveau un esprit critique, du libre arbitre et donc pouvoir aussi intégrer des conversations où jusqu'à présent on se sentait peut-être un peu isolé, pouvoir parler à son conseiller bancaire et ne pas transpirer à grosses gouttes parce que finalement lui poser toutes les questions lui pose les qui nous trottent en tête. Exactement. C'est essayer de comprendre aussi la mécanique derrière, ne pas totalement déléguer ça parce qu'on se sent pas capable. Au contraire, ça a vraiment plein de bénéfices sur son autonomie et puis ne pas dépendre finalement après ni de l'État ni de son conjoint qui pourrait nous amener à vivre des inégalités ou des situations de précarité. Oui, et qui vont se renforcer si jamais rupture ou séparation il y a d'un jour. Exactement, clairement. Alors maintenant, mesdames, on vous a donné tous les outils pour vous lancer. On a cassé les codes et on espère vous voir rassurés. Il est temps de vous lancer parce que vous avez tout à gagner. Enfin, tout, ou presque. On rappelle toujours qu'investir comporte des risques de perte en capital et qu'il faut faire vos propres recherches de votre côté. Merci Maëlle d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ce qui se passe dans le cerveau d'une investisseuse et d'un investisseur. Merci Léa. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et à vous abonner. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Lancez-vous et reprenez le pouvoir sur votre argent.